Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de me donner l'occasion effectivement de parler d'un sujet qui est souvent un problème difficile dans le cadre de la sclérose latérale amyotrophique, c'est-à-dire en fait ce qui n'est pas une sclérose latérale amyotrophique, qui effectivement est une interrogation qu'on a souvent et malheureusement qui effectivement n'est pas toujours confirmé dans certaines hypothèses qui pourraient être curables, on va le voir. Alors bon, la sclérose latérale amyotrophique, d'abord, si on parle de ce qui n'est pas une ESLA, il faut bien sûr rappeler ce qui en est une. Bon, vous le savez, c'est une pathologie dégénérative des motoneurones centraux et périphériques, décrite le siècle bien avant. Et donc les critères diagnostiques sont bien établis, ils ont été plusieurs fois discutés, rediscutés. Bon, je passe très vite. C'est globalement ce que vous connaissez, c'est-à-dire une atteinte dans 4 territoires différents, d'une atteinte du motoneurone, du deuxième motoneurone et bien évidemment du second motoneurone, avec une évolution progressive excluant un certain nombre d'éléments qui doivent éliminer justement ces fameux diagnostics différentiels. Ces critères diagnostiques ont également été bien affinés par les critères diagnostiques d'Aoji-Shima au niveau électromyographique. Je passe très vite, vous connaissez tous ces éléments. Voilà. Donc, on voit déjà d'emblée que dans les critères diagnostiques, on propose effectivement déjà des situations où il semble exister un doute. Puisqu'on peut parler effectivement de SLA certaines, mais probable, mais également possible. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une situation où manifestement les choses ne sont pas toujours simples. Alors, pour en fait parler de tout cela, je vais vous proposer en fait de décliner les choses sous 5 catégories différentes, pour éviter un listing un petit peu trop pénible, qui est bien évidemment le risque d'une telle présentation. Alors d'abord, on va parler très rapidement des formes atypiques, c'est-à-dire justement celles qui ne remplissent pas les critères diagnostiques, mais qui restent quand même des SLA. Donc on est un petit peu hors sujet pour commencer, pour ensuite être vraiment dans le dur du sujet. Parler d'abord des pathologies qui associent véritablement une atteinte des deux motoneurones, une atteinte isolée du motoneurone central, une atteinte isolée du motoneurone périphérique, et puis ce qui ne concerne pas le motoneurone. Toutes ces situations diagnostiques pouvant être effectivement discutées dans ce qui ne sera pas une ESLA. Alors on commence très vite en fait par les formes atypiques. Ça veut dire effectivement quand on parle de formes atypiques, c'est que les critères diagnostiques ne sont pas remplis. Alors je passe assez vite puisqu'effectivement on est dans des situations de différentes formes cliniques que vous connaissez. Les formes qui atteignent effectivement soit uniquement le premier motoneurone dans un premier temps pour ensuite évoluer vers une ESLA. Les formes effectivement où l'atteinte du deuxième motoneurone est nettement prédominante. Et on parle effectivement de PMA, progressive muscular atrophie, vous connaissez ce terme, avec des formes suspendues, proximales au membre supérieur ou au membre inférieur. Et puis un tout petit mot pour les formes génétiques, très à la mode comme vous le savez. Et ces formes génétiques sont parfois associées à des tableaux atypiques, avec des troubles sensitifs, des évolutions plus longues. Donc c'est effectivement des formes atypiques qui vont faire errer le diagnostic, mais on est quand même dans une situation où il s'agit d'authentiques SLA. Alors ensuite, quand on veut aborder véritablement ce qui n'est pas une ESLA, on va commencer par le plus simple, on va dire, c'est-à-dire l'atteinte associée du motoneurone central et périphérique. Alors c'est effectivement une association plus ou moins fortuite de l'atteinte de ces deux systèmes moteurs, avec un syndrome lésionnel le plus souvent radiculaire et un syndrome sous-lésionnel le plus souvent pyramidal. Et bien évidemment, on pense d'emblée aux pathologies cervicales, avec bien entendu la myélopathie cervicarthrosique, mais également les autres causes possibles de pathologies dans cette région, que ce soit des compressions au niveau du trou occipital, des tumeurs intrinsèques, cyragomyélie. Voilà quelques images d'une myélopathie cervicarthrosique, effectivement, qui peut en imposer, parfois en l'absence de troubles sensitifs, ce qui existe, pour un tableau de type SLA, avec une atteinte suspendue. Bien évidemment, on recherche des critères qui nous aideront, les éléments douloureux, l'absence d'atteinte bulbaire, l'absence de signes de diffusion à l'EMG, l'IRM, bien évidemment, est déterminante, les PES peuvent être très intéressants, même s'il n'y a pas de troubles sensitifs, et il faut bien entendu se méfier de la problématique, mais je passe très vite, ça nous mènerait trop loin, de l'association entre une authentique SLA et une authentique myélopathie cervicarthrosique dans des situations d'imbroglio diagnostic complexe.
Bon, voilà quelques exemples de pathologies tirées de la littérature qui effectivement résument les différentes situations. On peut avoir cette atteinte très particulière avec une atteinte suspendue du motoneurone d'origine cervicale et une atteinte sous-lésionnelle d'atteinte pyramidale, que ce soit une tumeur, paraméningiome du trou occipital, une syringomélie ou éventuellement des lésions même d'origine ischémique progressive. Problème avec ça. Voilà. Donc ça, c'est effectivement la situation qui est la principale situation où on remplit l'atteinte des deux motoneurones. Il n'y a pas beaucoup de situations où on a ces deux éléments. Beaucoup plus complexe, c'est lorsqu'on est face à une atteinte isolée du motoneurone central, où on se pose la question d'une ESLA, et qu'est-ce qui n'est pas effectivement dans cette situation une ESLA. Alors bien évidemment, la première chose qui pose problème, c'est celle-ci, c'est la sclérose latérale primitive. Cette pathologie qui est rare, qui est une pathologie dégénérative, et qui se restreint par atteinte et souffrance du motoneurone central. Donc la définition donnée par Gordon en 2006 résume bien le problème. C'est un tableau de paralysie spastique progressive. Les membres supérieurs sont très souvent secondairement atteints ou pas atteints, avec par contre un syndrome pseudobulbaire invalidant au cours de l'évolution. Et durant les 10 premières années, très souvent, il y a une évolution un peu progressive, et il n'est pas rare, après une dizaine d'années, d'observer une certaine stabilisation de ce syndrome, dont l'origine reste encore inconnue. L'autre problème, bien sûr, de l'atteinte du motoneurone central, dans certaines situations, ce sont les paraplégies spastiques héréditaires. Donc là, effectivement, on a des situations, dans les formes notamment tardives, qui peuvent débuter donc à l'âge adulte. On peut se poser la question d'une ESLA débutante par une atteinte du premier motoneurone. Alors bien sûr, lorsqu'il y a des antécédents familiaux, les choses sont simples, sachant que 3 modes sont possibles de transmission, avant tout dominant, mais il y a également des formes récessives et liées à l'X. Et puis bien sûr, l'évolution va nous aider, souvent c'est une évolution beaucoup plus lente. Bien sûr, s'il y a des pieds creux, ça aide également beaucoup. Et l'atteinte pseudobulbaire dans cette situation, à la différence de la précédente, est beaucoup plus inhabituelle, comme vous le savez. Et parfois, on est également orienté vers cette hypothèse lorsqu'il existe des atteintes associées. Une atteinte par exemple cérébelleuse, une neuropathie optique ou même une neuropathie périphérique. Alors là, je vous passe la biologie moléculaire puisqu'on est actuellement de la SPG1 à la SPG72. D'accord ? Selon le type de gène atteint et le mode de transmission, je vous ferai grâce de vous les passer les unes après les autres. Donc ça, c'est les deux situations principales où il y a effectivement une atteinte du motoneurone central. Beaucoup plus complexe, c'est l'atteinte isolée du motoneurone périphérique. Alors là, effectivement, les problèmes diagnostiques sont beaucoup plus aigus. D'abord, on a effectivement cette pathologie que vous connaissez, qui est la maladie de Kennedy, ou l'atrophie bulbospinale liée à l'X, qui est un piège très fréquent, un diagnostic fréquent, qui survient chez l'homme, et qui associe effectivement des éléments qu'on connaît bien dans la SLA, à savoir une atteinte bulbaire et un tableau squelettique moteur pur progressif. Alors bien sûr, il peut y avoir une histoire familiale, mais dans la mesure où c'est pathologie liée à l'X, elle peut parfaitement manquer. Alors, la maladie de Kennedy, vous connaissez, mais quelques rappels, c'est une pathologie qui s'accompagne bien évidemment de crampes et de fasciculation, notamment des muscles faciaux et notamment mentonniers, qui est tout à fait particulière, et qui associe une atteinte effectivement bulbaire avec une dysphagie, une dysphonie, une atrophie linguale, comme vous le voyez sur ces photos. Et puis, le déficit moteur va être proximal et ou distal, avant tout au niveau des membres inférieurs. Et deux éléments extrêmement importants, c'est d'abord l'existence d'une neuropathie sensitive associée à l'électromyogramme infraclinique. C'est un élément très important, c'est-à-dire qu'on dit bien que c'est une double neuronopathie, à la fois motrice et sensitive. Bien sûr, il y a les critères associés, la gynécomastie, le diabète, mais comme vous le voyez, en fait, ces éléments sont loin d'être constants. Par contre, élément beaucoup plus fréquent, c'est l'élévation quasi constante des CPK. Et cette triade d'association du deuxième motoneurone, d'une neuropathie sensitive et d'une élévation des CPK doit faire évoquer la maladie de Kennedy, qui en fait peut prendre des masques extrêmement variables sur le plan sémiologique. On a eu des formes, moi j'ai vu des formes avec grande fasciculation, essentiellement, des formes bulbaires isolées, des formes distales des membres supérieurs bilatérales plus ou moins symétriques, bref, des formes extrêmement pièges. Donc il faut effectivement y penser, notamment devant cette triade. Et comme vous le savez, le diagnostic repose avant tout sur la biologie moléculaire dans une situation où, pour une fois, on n'a pas besoin de faire des panels et de rechercher de multiples gènes. Il n'y en a qu'un.
Autre pathologie possible d'atteinte du motoneurone, c'est des formes également familiales, mais cette fois dans le cadre des neuropathies héréditaires d'expression motrice pure et prédominante. Alors, il y a effectivement globalement plusieurs possibilités. Il y a d'abord celles qui touchent avant tout les membres inférieurs. Alors, dans les formes distales, vous avez ce qu'on appelle les DHMN, c'est ces atteintes du motoneurone qui, en fait, s'accompagnent d'une atteinte distale des membres inférieurs de type pseudo-Charcot-Marie-Tooth, mais qui bien évidemment s'en différencie, notamment sur le plan électrique par l'absence d'atteinte sensitive. Et puis, plus trompeuses sont des formes de disposition. Alors, bien évidemment, il y a les formes proximales, je passe très vite sur les SMN, les amyotrophies spinales, notamment les types 4 chez l'adultes, où là, l'atteinte est proximale, mais l'évolution est beaucoup plus lente et la possibilité d'un diagnostic différentiel de SLA se pose moins. Et puis, une forme très trompeuse, c'est les formes liées à des mutations de TRPV4, qui donne des tableaux d'atteinte classiquement scapulo-humérales, mais pas uniquement, et avec des évolutions, moi j'en ai vu quelques-unes, qui est assez rapide, où on peut être effectivement trompé par rapport à l'hypothèse d'une pathologie dégénérative type SLA. Il y a également des pathologies des motoneurones héréditaires qui touchent les membres supérieurs, là encore qui vont être pièges, avec des mains d'Aron-Duchenne, avec des atrophies progressives, et il y en a une notamment liée à la mutation GARS, qui est donc une DHMN, distal hereditary motor neuropathie, liée à cette mutation. Alors là, effectivement, l'évolution est habituellement beaucoup plus progressive sur plusieurs années et c'est plus un tableau clinique par le phénotype que par l'évolution qui peut ressembler à la SLA. Donc le contexte familial peut aider. Comme vous avez pu le voir, je vous l'ai marqué, il y a beaucoup de formes dominantes quand même. Bien évidemment, l'âge de début est un élément fondamental, d'autant plus s'il existe des pieds crus, une scoliose, mais il faut savoir qu'on découvre des DHMN, notamment au niveau des membres inférieurs, qui peuvent parfaitement commencer à l'âge adulte, donc il faut s'en méfier. Et diagnostic très important, c'est que souvent, sauf dans les mutations GARS, la plupart de ces atteintes sont bien évidemment bilatérales et symétriques, ce qui est un élément tout à fait déterminant. Mais l'évolution sera l'élément clé pour faire la différence. Un autre syndrome important, c'est le syndrome d'Hirayama. Donc c'est une atteinte effectivement isolée du motoneurone qui est une entité rare, qui est plus fréquente chez l'homme que chez la femme, qui est un déficit moteur pur de la main et qui effectivement est très souvent asymétrique, voire parfois unilatérale. Il est exceptionnel qu'elle soit bilatérale et symétrique. Elle touche plutôt l'adolescent ou l'adulte jeune et elle s'installe progressivement pour ensuite se stabiliser et ne plus évoluer après 1, 2, 3 ans d'évolution selon les patients. Ce profil évolutif est tout à fait caractéristique. Donc, cliniquement, on a un tableau qui est également très particulier, où on peut voir effectivement une atteinte, certes, au niveau de la main, au niveau des intrinsèques, mais qui prédomine pour les premiers interosseux, qui touche rarement ou plus tardivement le courroie abducteur, ce qui le différencie du syndrome de la forme neurogène du syndrome du défilé, et puis cette atrophie oblique tout à fait particulière qui avait été décrite d'ailleurs par Hirayama, cette atrophie oblique des avant-bras, qui effectivement est très suggestive d'une atteinte d'un syndrome d'Hirayama. Syndrome d'Hirayama dont l'étiologie est manifestement en fait assez mécanique. Comme vous le savez, elle est beaucoup plus fréquente dans les pays asiatiques et il y a en fait des problématiques morphologiques d'individus à longiligne à cou long et lorsqu'on fait des IRM positionnels, on peut mettre en évidence effectivement des véritables phénomènes de compression, notamment veineuse, qui entraîneraient des phénomènes de lésions de myélomalacie très localisées au niveau de la région du motoneurone cervical inférieur. Autre syndrome important, c'est le syndrome post-polio. Effectivement, c'est une cause très fréquente d'atteinte du motoneurone, comme vous le savez, et globalement, bien évidemment, elle est très variable selon les situations géographiques. C'est un tableau de déficit moteur, de fatigue et de fatigabilité qui s'installe dans un territoire déficitaire antérieurement, ou éventuellement qui peut s'accompagner d'une atteinte à côté de ce que le patient connaissait comme séquelles depuis de nombreuses années après une poliomyélite. Alors bien évidemment, il faut se méfier des associations. Il y a eu plusieurs cas publiés dans la littérature de tableaux qui commencent comme des syndromes post-polio et qui sont en fait des associations, bien évidemment, et séquelles de polio, avec bien évidemment, pour faire la différence, l'atteinte du motoneurone central qui sera le critère tout à fait déterminant dans ces syndromes qui parfois s'accompagnent d'un déficit assez rapidement évolutif, qui peut être invalidant et avec de nombreuses fasciculations, donc vraiment extrêmement traître pour le diagnostic différentiel d'une ESLA.
Alors ça, c'est la bouteille à encre, c'est-à-dire c'est effectivement la problématique des syndromes paranéoplasiques. Est-ce qu'il existe des syndromes paranéoplasiques du motoneurone? Alors ça traîne dans la littérature. Les premières publications, c'était ce qu'on appelait les syndromes de Roland, qui a été le premier à les rapporter. Alors il y a quelques cas dans la littérature, associés notamment et avant tout aux anticorps anti-HU, donc très souvent dans un contexte de cancer du poumon. Alors c'est vrai que c'est un diagnostic qui reste tout à fait exceptionnel. Je ne sais pas si vous en avez vu, moi j'en ai jamais vu, le syndrome paranéoplasique du motoneurone, mais on y pense, on le cherche très souvent et il est bien rare qu'on le trouve. Par contre, effectivement, il y a eu un très beau papier qui a été fait par Philippe Corsia, et notamment des pathologies hématologiques, où là, notamment pour les pathologies hématologiques et les lymphomes, où cette association peut être décrite, elle reste tout à fait exceptionnelle, et je vous ai rapporté dans ce papier que je vous invite à lire, qui fait une très belle synthèse sur ce sujet, quels sont les critères qui, effectivement, doivent faire penser à une ESLA, qui sont des choses notamment pour des patients de moins de 40 ans, avec une gammapathie monoclonale, lorsqu'il existe une hyperprotéinorachie, et bien lorsqu'il y a des signes associés d'atteinte suggérant un lymphome, donc il faut effectivement certainement connaître ces formes, mais elles demeurent très exceptionnelles. Toujours dans l'atteinte isolée du motoneurone périphérique, et pour terminer dans ce domaine-là, c'est la lower motoneurone disease, c'est-à-dire c'est un terme qui traduit probablement notre méconnaissance d'un certain nombre de pathologies qui touchent le motoneurone et dont on ignore l'origine, mais c'est une réalité. Moi, je suis plusieurs patients, dont je suis quasi certain qu'il ne s'agit pas de SLA, et qui évoluent très lentement ou plus, et qui ont une atteinte qui reste parfaitement isolée au niveau du deuxième motoneurone. Alors effectivement, il faut se donner un peu de recul. D'après les critères classiques, on estime qu'un délai de 4 ans suffit en général pour écarter très probablement une ESLA. Et toute la problématique est de savoir, quelle en est l'origine. Il y a eu des discussions à un moment donné, et je me souviens d'un papier il y a une dizaine d'années, de nos collègues marseillais qui rapportaient des lower motoneurone disease et qui traitaient par immunoglobuline avec un taux de réponse de 30%. Moi, c'est un pourcentage que j'ai jamais confirmé dans ma pratique. Et effectivement, si on est sur des critères diagnostiques extrêmement stricts, on écarte bien évidemment la problématique principale dont on va parler après, qui est bien entendu la neuropathie multifocale à bloc de conduction. Et on est probablement dans ces situations de sensibilité aux immunoglobulines dans ce cadre-là. Mais ça reste effectivement, c'est le motoneurone disease, un vrai challenge diagnostique et étiologique. Et pour terminer, eh bien, qu'est-ce qui ne concerne pas le motoneurone? En fait, globalement, il y a quand même peu de choses. Le plus classique, bien entendu, c'est celle-ci, c'est la neuropathie multifocale à bloc de conduction, donc qui touche effectivement plus souvent l'homme, dont le début est asymétrique, qui commence dans la majorité des cas au niveau des membres supérieurs, avec un déficit moteur pur de topographie tronculaire, avec une atrophie des fasciculations effectivement, et une évolution qui peut être extrêmement variable, avec des évolutions, parfois une stabilisation, parfois des poussées, comme vous le savez, ou des formes beaucoup plus progressives. Tout a été décrit. Alors bien sûr, on peut s'aider de critères associés, que sont les critères biologiques, les anticorps antigangliosides, mais attention, leur négativité n'exclut pas le diagnostic, puisqu'ils sont retrouvés dans les dernières séries au maximum dans 30 à 40% des cas, donc les anticorps anti-IgM1 ne sont pas, dans leur forme IgM, ne sont pas du tout constants dans cette pathologie. L'électromyogramme, bien évidemment, va être un élément tout à fait déterminant pour mettre en évidence ce pattern de bloc de conduction qui va être tout à fait fondamental, mais c'est pas toujours simple, et on en parlera probablement dans les observations, les cas cliniques. Il faut faire appel à d'autres techniques, et notamment les stimulations de voltage ou les trip stimulations. Comme vous le savez, bien évidemment, les IGIV parfois servent également de test thérapeutique. Et le diagnostic différentiel le plus important, ce qui n'est pas du motoneurone, c'est la myosite à inclusion. Myosite à inclusion qui associe, comme vous le savez, une triade, qui est une atteinte motrice pure, asymétrique, prédominant aux membres inférieurs, notamment pour les quadriceps, mais surtout une dysphagie et une atteinte très particulière, là encore asymétrique des membres supérieurs, distales, et notamment des fléchisseurs. Il est bien évident, devant une telle présentation, on peut effectivement faire le diagnostic d'une atteinte du motoneurone, et d'autant plus que l'électromyogramme pourrait être un faux ami, parce que vous le savez, on peut avoir des aspects pseudo-neurogènes dans ces myosites à inclusion du fait de la dégénérescence musculaire
très importante qui entraîne un apauvrissement des tracés qui est pris faussement pour du neurogène. C'est donc un piège diagnostique extrêmement important à connaître. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de signe pyramidal, il n'y a pas de fasciculation, et dans les séries, la plupart des séries, c'est la première erreur diagnostique quand ce n'est pas une ESLA. Donc bon, je passe très vite sur l'imagerie, bien évidemment, va être tout à fait déterminante. Quand on a ces images à l'IRM de véritables ravages des quadriceps par une involution adipeuse de cette nature, ça ne peut pas être une ESLA. J'ai juste mis ça pour mémoire, c'est le syndrome d'hyperextabilité du motoneurone périphérique, puisqu'il va se manifester par quoi? Par des fasciculations, bien évidemment. Et parfois, c'est vrai que ces syndromes, alors c'est le syndrome d'Isaacs dans sa forme complète, périphérique, avec d'autres choses. Il y a d'autres choses, il y a des myochémies, des décharges pseudomyotoniques. Bien évidemment, il n'y a en général pas de déficit moteur ni d'atrophie. Les anticorps vont nous aider, les anticorps anti-Caspre2 qui vont être positifs dans cette forme particulière. Et ce qui est beaucoup plus compliqué, à mon avis, c'est la forme de transit, c'est-à-dire les syndromes de grande fasciculation bénigne, dont certaines, peut-être, d'après la littérature, entre 16 et 30% des cas, seraient liées à cet anticorps anti-Caspre2. Mais c'est loin d'être constant, et on rentre dans le cadre d'une discussion sur le syndrome de crampe fasciculation qui nous mènerait trop loin. Je vous invite, pour ceux qui viendront éventuellement à Paris au mois de juin, au congrès de MG, je fais un petit peu de pub pour mon copain Thierry Maisonneuve, venez, et effectivement ce sujet sera abordé, donc je passe très vite. Voilà, donc en conclusion, globalement, de nombreuses pathologies peuvent être discutées, et puis en pratique, effectivement, il est bien vrai que peu sont retrouvés, car les critères diagnostiques sont quand même assez formels. Donc les critères sont validés de façon tout à fait claire et nette. Il y a deux problèmes majeurs à mon sens. Il y a les formes atypiques, ou les formes incomplètes, et puis il y a, avant tout, je vous l'ai dit, les myosites à inclusion. Vraiment, il faut s'en méfier. Et deux problèmes qui, à mon avis, n'en sont pas vraiment, qu'on recherche souvent et qu'on trouve rarement, c'est les neuropathies multifocales à bloc. Et on verra là, au cours d'un atelier, je présenterai une observation où il n'y a pas besoin en fait de se poser beaucoup de questions lorsqu'on a des critères diagnostiques extrêmement précis. Et le paranéoplasie qui est souvent cherché, rarement retrouvé. Et puis deux pièges à connaître, rares quand même, sont le syndrome de Kennedy et le syndrome d'Irien. Je vous remercie de votre attention.